Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va se pencher sur un outil de développement personnel qui fascine autant qu'il peut, disons, intimider, l'autoscopie. Mhm. L'idée est simple, hein, se filmer en train de parler pour ensuite analyser sa propre prestation. C'est ça. On s'est basé sur un guide qui était au départ pensé pour les enseignants, mais franchement, la démarche, elle est universelle. Ah oui, tout à fait. Que vous soyez manager, étudiant, commercial ou juste désireux d'améliorer votre impact à l'oral, je pense que cette méthode peut vraiment vous intéresser. Certainement. Notre objectif aujourd'hui, essayer de comprendre comment cette confrontation avec notre propre image, ça peut dépasser le simple exercice technique pour devenir un puissant levier de progression. Alors, prêt à regarder ça de plus près? Oui, absolument. Et l'enjeu principal de l'autoscopie, c'est vraiment ce passage, parfois un peu délicat, d'une perception interne, Mhm. qui est souvent subjective, chargée d'émotions, le trac, l'auto-jugement, des souvenirs un peu flous, à une observation qui se veut plus externe, plus factuelle. Et ça, c'est la vidéo qui le permet. Se voir de l'extérieur, en somme. Exactement. Se voir agir et parler comme les autres nous voient, ça offre une perspective radicalement différente. Et c'est précisément ce décalage qui est source d'apprentissage. C'est une forme de mise à distance de soi, qui peut être incroyablement révélatrice, bien au-delà du contexte de l'enseignement d'ailleurs. C'est intéressant, cette idée de décalage. Parce qu'on imagine souvent que se regarder en vidéo, c'est une expérience un peu pénible, voire narcissique pour certains. Oui, on entend ça parfois. Alors, pourquoi s'imposer ça? Quel est le premier bénéfice vraiment concret qu'on peut en tirer d'après nos sources? Le tout premier bénéfice, et c'est peut-être même le plus surprenant pour beaucoup, c'est la dédramatisation. Ah oui, Oui. Très souvent, les personnes qui se filment pour la première fois, elles découvrent une image d'elles-mêmes, comment dire, plus posée, plus assurée, plus compétente qu'elles ne le ressentaient de l'intérieur pendant qu'elles parlaient. c'est vrai? Oui. Le trac intense qu'elles éprouvaient, il se voit pas tant que ça. La voix tremble moins qu'elle ne le pensait, les idées semblent plus claires à l'écran que dans le feu de l'action. Ah, c'est la fameuse bonne surprise alors. On s'imagine souvent bien pire que la réalité. C'est souvent ça. Mais est-ce que cette confrontation entre le ressenti et le réel, elle est toujours positive? On risque pas aussi d'être déçu ou de se focaliser uniquement sur ce qui cloche? C'est une excellente question. Bien sûr, la confrontation peut être déstabilisante au début, c'est vrai, mais c'est justement là que réside le véritable pouvoir de l'autoscopie. Dans cette rencontre, parfois un peu abrupte, c'est vrai, entre notre critique intérieure, qui est souvent très très sévère, et la réalité, plus nuancée de l'image. D'accord. Ce décalage, qu'il soit positif ou qu'il révèle des points à travailler, il crée l'ouverture nécessaire au changement. Il nous sort de nos suppositions et nous met face à des faits observables. Mhm. Et c'est ça qui permet ensuite d'identifier très précisément les points faibles. Et ça, c'est le deuxième grand bénéfice. Et quel genre de points faibles la vidéo met typiquement en lumière? Des choses qu'on ignorerait sans cet outil. Oh, il y en a pas mal, et c'est très varié. D'abord, tout ce qui concerne le non-verbal. Le langage corporel. Voilà, les gestes parasites qui peuvent distraire l'auditoire, vous savez, tripoter un stylo, se toucher les cheveux, le visage se balancer. Oui, je vois bien. Il y a aussi la posture générale. Est-on voûté, les bras croisés, ce qui donne une impression de fermeture, ou au contraire, est-on ouvert, stable? Et puis le contact visuel, c'est crucial. Est-ce qu'on regarde assez l'objectif qui simule l'auditoire, ou est-ce que notre regard est fuyant, fixé au plafond ou sur nos notes? D'accord. Et au-delà du corps, j'imagine que la voix et le discours sont aussi passés au crible. Absolument. La vidéo, elle révèle ça sans pitié. Les tics verbaux, les alors, voilà, du coup, en fait. Ah oui, Tout ça qui hache le discours et qui peuvent t'agacer. Elle permet aussi d'analyser le rythme. Est-ce qu'on parle trop vite, trop lentement, de manière monotone? Est-ce qu'il y a des accélérations soudaines, peut-être dues au stress? L'articulation est-elle assez claire? Le volume est-il adapté? Ce sont tous ces détails, souvent inconscients, qui façonnent la perception de notre message. c'est vrai que sans se voir, c'est quasi impossible d'avoir conscience de tout ça. Mais vous parliez d'ouverture au changement. L'idée, ce n'est pas seulement de faire la liste de ses défauts, j'imagine. Ah non, bien au contraire. Et ça, c'est le troisième bénéfice essentiel. Repérer et surtout conscientiser ses points forts. Ah, Oui, c'est tout aussi crucial pour progresser et pour construire sa confiance. Peut-être qu'on découvre qu'on a un sourire communicatif, une gestuelle naturelle qui appuie bien le propos, mhm. une capacité à structurer clairement ses idées, une voix qui porte bien ou un regard particulièrement engageant. Savoir ce sur quoi on peut capitaliser, c'est fondamental. L'amélioration, ce n'est pas tout jeter, c'est plutôt polir ce qui est déjà bon et corriger ce qui nuit à l'ensemble.
Ce qui m'amène à un point très pratique, comment on utilise cet enregistrement. Une fois qu'on a la vidéo, qu'est-ce qu'on en fait concrètement pour que ça serve à quelque chose? Alors là, l'image vidéo devient une base de discussion et d'analyse hyper concrète, que ce soit pour une auto-analyse, seule face à son écran, ou pour un retour avec une autre personne, un formateur, un collègue, un mentor. D'accord. Fini les feedbacks un peu vagues du type «j'ai trouvé que tu manquais un peu d'énergie». Oui, c'est vrai. Là, on peut dire «regarde, à 1 minute 12 précisément, ta posture s'affaisse un peu et ta voix baisse. Qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là?» Mhm. La vidéo fournit des preuves, des moments précis à discuter. Ça objectivise le retour d'information et ça le rend beaucoup plus actionnable. D'accord. Donc les bénéfices sont clairs, meilleure connaissance de soi, on identifie les points faibles et les points forts, on a une base concrète pour le feedback. Mais bon, l'idée de se filmer, ça peut rester intimidant. Comment le guide propose de rendre l'exercice gérable, simple, sans tomber dans une usine à gaz technique ou émotionnelle? Oui, la simplicité, c'est vraiment le maître mot de l'approche qui est proposée. Première étape, la préparation. Mhm. Il s'agit de choisir un sujet très court, une micro-intervention, disons de 1 à 2 minutes maximum. Pas plus. Non. L'objectif, ce n'est pas de faire un exposé brillant sur le fond, mais vraiment de se concentrer sur la forme, sur la communication. On peut choisir d'expliquer une consigne simple, de présenter brièvement un concept qu'on maîtrise, faire l'intro d'un sujet, ou même répondre à une question fréquente. L'idée, c'est de réduire la charge mentale liée au contenu pour pouvoir observer la manière de communiquer. D'accord, donc pas besoin de préparer un discours de prix Nobel. Et pour le matériel, faut investir dans une caméra pro, des micros, Ah non, surtout pas. Et ça, c'est un point essentiel pour dédramatiser. Un smartphone posé sur une pile de livres, une tablette, la webcam de l'ordinateur portable. Ça fait parfaitement l'affaire. D'accord. L'important, c'est juste d'assurer la stabilité de l'appareil, de le placer si possible à hauteur des yeux, pour simuler un échange naturel. Et de choisir un endroit calme, avec une luminosité correcte, idéalement une lumière qui vient de face, comme une fenêtre, pour éviter les contre-jours. Ok. On fait juste un petit test rapide pour vérifier que le son est audible sans chercher la perfection acoustique. Moins il y a de contraintes techniques, plus on peut se focaliser sur l'essentiel, sa propre prestation. D'accord. Préparation simple, matériel basique. Vient ensuite l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des consignes particulières pour ce moment-là? Oui, il y a une consigne clé qui est mentionnée, parler sans s'interrompre. Ah, Même si on bute sur un mot, si on perd le fil une seconde, si on fait une petite erreur, il faut continuer comme si on était en situation réelle. On ne peut pas toujours revenir en arrière dans une vraie prise de parole, n'est-ce pas, Evelyne? non, c'est sûr. Le but est de capturer une séquence continue avec ses imperfections naturelles. Le guide conseille aussi, si l'environnement le permet, de se tenir debout, le buste dégagé. Cette posture favorise en général une meilleure respiration, une voix plus projetée et une attitude plus dynamique que quand on est assis et un peu affalé. Continuer malgré les erreurs. C'est déjà un bon entraînement en soi. Bon, et une fois qu'on a cette précieuse ou peut-être redoutée vidéo de 2 minutes, arrive le moment du visionnage. Comment on aborde cette étape qui peut être chargée émotionnellement? Alors, le guide propose une approche très judicieuse en 2 temps pour gérer justement cet aspect émotionnel. C'est vraiment une étape délicate mais incontournable. D'accord, 2 temps. Le premier, Premier, visionnage. On regarde la vidéo une fois, du début à la fin. Surtout, sans prendre de notes, sans chercher activement les défauts, sans jugement critique immédiat. juste regarder. Juste regarder. L'objectif, c'est purement de s'habituer à l'image, au son de sa voix enregistrée qui surprend souvent, de laisser passer la première vague d'émotions, de réactions un peu épidermiques. C'est une phase d'acclimatation. Nécessaire. Une sorte de sas de décompression avant l'analyse. C'est malin ça. Et après cette première passe? Eh bien, après cette première passe, on procède à un deuxième visionnage. Et cette fois, oui, avec une intention analytique. Ok. Pour éviter de se noyer dans les détails ou de ne voir que le négatif, le guide suggère d'utiliser une grille d'observation simple, ou au moins d'avoir en tête quelques points précis à observer. Comme quoi par exemple? Par exemple, le regard, le contact, la direction, est-ce qu'il est fixe, la posture et les gestes, l'ouverture, l'ancrage, la pertinence des gestes, l'éthique, la voix, volume, débit, articulation, intonation, les silences, la structure du propos, est-ce que c'est clair, logique? On peut même, petite astuce, couper le son pour se concentrer uniquement sur le visuel, Ah oui, puis écouter sans l'image pour se focaliser sur le vocal. décomposer l'analyse pour être plus objectif. Je vois. Mais même avec une grille, on risque de trouver beaucoup de choses à dire, non? Comment on évite de se sentir submergé, voire découragé par tout ce qu'il faudrait améliorer?
C'est là qu'intervient l'étape finale, et elle est cruciale, le feedback ciblé et constructif. Pour que l'exercice soit réellement utile et motivant, le guide propose une formule simple, mais je trouve très efficace, le triptyque. Le triptyque. Oui, l'idée, c'est de ne retenir que 3 éléments essentiels de son analyse. 3, pas plus. Ah, d'accord. Lesquels? Premièrement, identifier un point fort spécifique, quelque chose qui fonctionne bien et qu'il faut absolument conserver, voire renforcer. Deuxièmement, identifier un point précis à améliorer en priorité, celui qui semble avoir le plus d'impact négatif ou dont l'amélioration apporterait le plus grand bénéfice. Et troisièmement, définir une piste d'action concrète et réalisable pour travailler ce point d'amélioration. Un seul point fort, un seul point faible, une seule action. Ça paraît très focalisé, mais du coup, oui, beaucoup plus gérable. Vous pourriez donner un exemple concret de ce triptyque? Bien sûr, imaginons quelqu'un qui analyse sa vidéo. Le triptyque pourrait donner ça. Point fort. Mon articulation est très claire même quand je parle assez vite. Bon, ça, c'est à conserver. Point à améliorer. Je regarde beaucoup trop mes notes posées devant moi, mon contact visuel avec la caméra est vraiment insuffisant. Ça, c'est la priorité. Action concrète. Pour ma prochaine prise de parole ou mon prochain enregistrement, je vais m'entraîner à utiliser juste des mots-clés sur mes notes, pas des phrases rédigées. Et je ne les consulterai que pendant de brèves pauses naturelles. Voilà le plan d'action. D'accord. Cette approche, ça évite la dispersion, ça donne un objectif clair et ça rend la progression tangible. J'aime beaucoup cette approche structurée et somme toute limitée. Ça rend l'amélioration moins intimidante, c'est sûr. Est-ce que le guide s'arrête là ou est-ce qu'il propose des pistes pour aller plus loin une fois qu'on maîtrise ce processus de base? Il propose effectivement d'aller plus loin, notamment avec une astuce que je trouve particulièrement intéressante. L'idée des mini-séries de progrès. Des mini-séries? Oui. Plutôt que de se filmer une seule fois de manière isolée, l'idée c'est de répéter l'exercice à intervalles réguliers. Par exemple, 3 fois sur une semaine en travaillant sur le même type de micro-intervention. Expliquer une consigne, répondre à une question. Mais quel est l'intérêt de se filmer plusieurs fois s'y rapprocher sur un sujet similaire? L'intérêt principal, ce n'est pas tant d'atteindre la perfection tout de suite, mais de rendre visible la trajectoire de progression. À voir qu'on s'améliore. Exactement. En comparant la première et la troisième vidéo, même si elles ne sont pas parfaites, on peut souvent constater des améliorations, même minimes, sur le point qu'on avait ciblé. Peut-être que le regard est un peu plus direct, que les « sont moins fréquents, que la posture est plus stable. Voir concrètement qu'on évolue, même par petites touches, c'est un formidable moteur de confiance. Et ça renforce l'intégration des nouvelles habitudes. Oui, je comprends. Si on relie ça à des principes d'apprentissage plus généraux, cette méthode s'appuie sur des choses connues, la répétition espacée et l'observation consciente. La répétition, ça permet d'ancrer les nouvelles compétences, de les transformer petit à petit en automatisme, et l'observation consciente de sa propre progression, ça renforce la motivation et ce qu'on appelle l'auto-efficacité. On ne change pas une habitude en une seule fois, mais par itération successive et ajustement conscient. C'est logique. Et pour des personnes qui seraient déjà plus à l'aise avec la prise de parole, mettons des enseignants expérimentés par exemple, est-ce qu'il y a une manière d'utiliser l'autoscopie de façon plus avancée? Oui, le guide suggère une utilisation plus orientée vers l'analyse réflexive de sa pratique professionnelle. Au lieu de se focaliser uniquement sur la forme, comment je parle, on utilise la vidéo pour analyser l'efficacité de sa communication dans un contexte précis. C'est-à-dire? C'est-à-dire se demander « est-ce que mon message passe bien? Est-ce que ma pédagogie est efficace ?» Par exemple, un enseignant qui a senti qu'il avait eu du mal à faire comprendre une notion complexe Mhm. pourrait se filmer après coup en train de réexpliquer cette notion comme il le ferait devant ses élèves. D'accord. Et l'analyse serait différente dans ce cas? Oui, l'analyse serait sans doute plus profonde. Le guide conseille même de laisser passer un peu de temps, 24 ou 48 heures, avant de visionner l'enregistrement. Ah oui, pourquoi? Ce délai, il permet une prise de recul supplémentaire, moins émotionnelle et plus analytique. En regardant la vidéo, l'enseignant ne se demandera pas seulement « est-ce que je parle bien ?», mais aussi « est-ce que mes exemples étaient clairs ? Pertinents pour ce public. Ma progression logique était-elle facile à suivre? Ai-je utilisé des analogies adaptées? Ai-je vérifié la compréhension à des moments clés? L'outil vidéo sert alors à une introspection plus poussée sur sa propre méthodologie et son impact réel. Donc on passe d'un outil pour améliorer sa performance orale à un outil d'analyse de sa pratique professionnelle au sens large.
C'est une évolution intéressante. Alors, si on devait résumer les points essentiels de notre exploration de l'autoscopie, On pourrait dire que c'est bien plus qu'une simple technique. C'est une démarche d'objectivation de soi, en quelque sorte. hmm, Elle permet de confronter notre perception interne, qui est souvent biaisée, on l'a vu, à une réalité externe observable. Les bénéfices clés, ce sont 1. La dédramatisation de notre propre image. 2. L'identification précise de nos forces et faiblesses spécifiques en communication. Et 3. La création d'une base solide pour un feedback constructif. et la méthode proposée, elle est accessible. Préparation minimale, matériel simple, enregistrement court, et ce visionnage en 2 temps, d'abord l'acclimatation, puis l'analyse, et surtout ce feedback ciblé via le fameux triptyque une force, une amélioration, une action. C'est ça. Sans oublier l'idée des mini-séries pour suivre ses progrès, ce qui ajoute une dimension motivante. Qu'est-ce que tout cela signifie, au final, pour quiconque souhaite mieux communiquer? Ça signifie, je crois, que progresser significativement dans sa communication orale, c'est à la portée de chacun. À condition d'accepter de se regarder avec une certaine honnêteté intellectuelle et une vraie volonté d'apprendre. Ce miroir vidéo, il peut être un peu déroutant au début, c'est vrai, mais c'est un formidable accélérateur de prise de conscience et de développement. Il nous oblige un peu à sortir de nos zones de confort, de nos certitudes, pour nous améliorer concrètement. Très clair. Et pour conclure, quelle serait la pensée à emporter? Celle qui pourrait nous faire réfléchir au-delà de notre discussion d'aujourd'hui. Une réflexion peut-être sur la transférabilité de cette démarche, cette capacité à s'auto-observer de manière structurée, objective, pour améliorer une compétence spécifique, ici c'était la prise de parole, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer à bien d'autres domaines, dans notre vie pro ou perso? Ah, intéressant. Est-ce qu'on pourrait utiliser une forme d'auto-observation méthodique, aidée ou non par la technologie, pour analyser et améliorer notre façon de gérer notre temps, de résoudre des conflits, d'écouter activement, ou même, pourquoi pas, d'apprendre une nouvelle langue ou un instrument? Finalement, où est-ce que cette compétence de l'auto-analyse constructive pourrait encore nous ouvrir des portes vers une meilleure version de nous-mêmes? Voilà, c'est une piste qui mérite sans doute d'être explorée individuellement.